Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous parler de Gaïa, car il s'est produit cette semaine un événement majeur pour l'ensemble de la communauté astronomique et astrophysique, la publication et la mise à disposition du public, de tout un chacun, vous et moi, du troisième catalogue de la mission spatiale Gaïa, qui fournit des données d'une précision absolument éblouissante sur un immense ensemble de corps célestes. Plus d'1,5 milliard d'étoiles ont pu être mesurées avec une précision véritablement vertigineuse, mais aussi des centaines de millions d'autres corps, des astéroïdes, des galaxies, des quasars lointains. Et toutes ces données, qui représentent une prouesse technique vraiment majeure, et j'essaierai de vous en dire un mot rapide, toutes ces données vont fournir matière à analyse astrophysique pendant des années et des décennies, à n'en pas douter. C'est vraiment un accomplissement majeur et je voulais donc vous partager un peu la merveille que représentent ces données collectées de façon vraiment extraordinaire par la mission Gaïa. Alors de quoi s'agit-il? J'ai appelé cet épisode Gaïa, un joyau dans le ciel ou merveille dans le cosmos. Évidemment, il y a une autre merveille dans le cosmos qui s'appelle Gaïa. C'est notre magnifique, sublime et très accueillante planète, puisque comme vous savez, dans la mythologie grecque, Gaïa personnifie la Terre. Évidemment, la mission spatiale Gaïa ne prétend pas être aussi merveilleuse, un joyau aussi précieux. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous montrera à quel point elle représente un événement néanmoins dans l'histoire aussi de l'astrophysique, puisque ce que réalise cette mission n'est que la continuation de travaux qui ont été entamés dans la plus haute antiquité sur la mesure précise de la position des étoiles et de leur intensité, etc. Parce que la mission Gaïa comporte 3 volets en fait. Il y a un volet d'astrométrie, un volet de photométrie et un volet de spectrométrie. Alors de quoi s'agit-il? Commençons par la photométrie peut-être. La photométrie, c'est la mesure, la détermination, l'évaluation de la quantité de lumière qu'on reçoit d'un corps qu'on observe. Évidemment, il suffit de regarder le ciel pour voir qu'il y a des étoiles plus ou moins brillantes, avec une intensité lumineuse plus ou moins grande. Alors c'est Ptolémée le premier a introduit une échelle pour essayer de quantifier un petit peu ces différentes luminosités, ces différentes intensités lumineuses qu'on peut percevoir d'une étoile. Il appelait étoiles de première magnitude les étoiles les plus brillantes. Et puis les étoiles de deuxième magnitude sont un peu moins brillantes. Puis les étoiles de troisième magnitude, quatrième magnitude. Alors on a gardé ce terme aujourd'hui, évidemment on a traduit la notion de magnitude en unité physique, en quantité de lumière reçue, en intensité lumineuse, en énergie reçue par unité de surface et par seconde, voilà. Mais on a gardé ce terme-là. Mais c'est pas très facile d'évaluer la magnitude, c'est-à-dire l'intensité d'une étoile. On voit bien que, alors entre deux étoiles très proches, c'est assez facile de dire laquelle est plus intense que l'autre. Ça, c'est comparatif. Mais ceci dit, entre deux étoiles à peu près aussi brillantes, l'une à côté de l'autre, on peut dire laquelle est plus brillante. Mais si on a une là et une là, c'est pas très facile de vraiment dire laquelle est plus brillante. Puis par ailleurs, il y a l'atmosphère qui absorbe un peu de lumière. Peut-être que l'atmosphère absorbe un peu plus par là et que cette étoile a l'air moins brillante que celle-ci, mais en fait c'est le contraire, c'est juste que c'est moins absorbé. Et puis surtout, l'absorption de lumière dépend de la position dans le ciel. Au zénith, il y a très peu d'atmosphère traversée et donc peu d'atténuation. À l'horizon, une étoile à l'horizon, pour que sa lumière vous parvienne, elle doit traverser une plus grande quantité d'atmosphère et donc elle est beaucoup plus atténuée. Sans compter que le ciel lui-même n'est pas d'intensité constante, c'est-à-dire qu'à l'horizon, le ciel est plus lumineux. Et donc, par contraste, on voit moins bien l'étoile. Bref, c'est pas si simple. On comprend bien, par ailleurs, une étoile, ça scintille, donc plus lumineuse quand, parce que, d'accord? Donc, on comprend tout de suite qu'évidemment, pour faire des mesures précises de photométrie, on a intérêt à s'affranchir de l'atmosphère terrestre et d'aller dans l'espace. Évidemment,
Ptolémée ne pouvait pas faire ça, ni personne, jusqu'à une date finalement récente dans l'histoire de l'astronomie. Donc ça, c'est la photométrie, mesurer précisément la quantité de lumière qu'on reçoit d'un astre. Mais alors, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que ça peut faire que cette étoile soit plus brillante que telle autre? Oui, bien sûr. Alors d'abord, c'est toujours intéressant de connaître notre environnement de façon un peu précise, parce que quand on commence à rentrer dans la précision, eh bien, on découvre des phénomènes physiques intéressants. Et alors, je ne vais pas rentrer en détail, mais évidemment, l'intensité des étoiles varie aussi au cours du temps, hein, en fonction de... Vous savez qu'une étoile produit sa lumière par des réactions, enfin, parce qu'elle produit de l'énergie par des réactions nucléaires en son cœur. L'évolution, au cours de sa vie, l'étoile évolue, les réactions nucléaires évoluent en nombre, etc. Son intensité varie. Donc, confronter les modèles d'évolution stellaire à des mesures précises en fonction de la masse de l'étoile, etc., à des mesures précises de photométriques, c'est toujours extrêmement intéressant. Il y a immensément de choses à apprendre de ça. Mais par ailleurs, juste pour... je ne sais pas si c'est pas une anecdote, c'est un événement majeur en fait dans l'histoire de l'astronomie. Il s'avère qu'il y a des étoiles qui ont une variation d'intensité cyclique, qui sont très intenses, puis moins intenses, puis plus intenses, voilà, qui ont une variation d'intensité comme ça, avec une certaine période. Alors c'est pas, en fait, c'est pas sinusoïdal comme ça a l'air de l'être ici, mais peu importe, une variation périodique de la luminosité. Et en fait, c'est Henrietta Leavitt, la très grande astronome du début du siècle dernier, enfin dans les années 1920, qui a découvert une relation entre l'intensité lumineuse intrinsèque d'une étoile et la période de sa variation de luminosité. Et ça a débloqué un verrou dans l'astronomie. Ça nous a permis de pouvoir connaître la distance d'une étoile. C'est quelque chose d'extrêmement difficile de connaître la distance d'une étoile. On voit assez facilement qu'elles sont loin. C'est assez facile de s'en rendre compte, j'y reviendrai dans un instant. Mais à quelle distance réellement elles sont entre... Quand vous voyez une étoile brillante, plus brillante qu'une autre, c'est pas forcément parce qu'elle est plus proche. Ça peut être qu'elle est plus proche, mais elle peut être plus lointaine et simplement intrinsèquement plus brillante. Connaître la luminosité intrinsèque de l'étoile est extrêmement précieux, parce que, compte tenu de la luminosité observée, ça nous permet de connaître sa distance. Si vous avez une ampoule de tant de watts, vous savez exactement comment elle éclaire. Plus vous êtes loin, moins il y a de lumière. Et donc, si vous mesurez, si vous savez ce qui est émis et vous voyez ce que vous recevez, vous en déduisez la distance. Et en fait, ce qu'a découvert Henrietta Leavitt, qui est une relation entre la période de la variation d'intensité et l'intensité absolue de la lumière telle qu'elle est émise par l'étoile, la découverte de cette relation permet de connaître pour ces étoiles particulières, qu'on appelle céphéides, il y a différents types, etc., permet de connaître simplement en observant la période, et ça c'est pas compliqué, peu importe la lumière qu'on reçoit, si on est plus loin on va recevoir moins de lumière, mais la période va être la même, ça c'est juste la modulation de l'intensité. Donc connaissant la période qu'il suffit de mesurer en regardant, ça prend 3 jours, très bien, ou 3 semaines, voilà. Et connaissant la période, on en déduit l'intensité absolue, et l'intensité intrinsèque de l'étoile telle qu'elle est émise là où elle est, en regardant ce qu'on observe, on en déduit la distance. Et ça a permis de mesurer la distance des étoiles dans la galaxie, puis dans la distance d'autres galaxies, et c'est comme ça que dans les années 20, on a pu mettre une échelle de distance aux galaxies, et c'est comme ça qu'on a découvert en fait l'expansion de l'univers, rien que ça. Donc vous voyez que c'est extrêmement important. Il y a eu un verrou qui a été débloqué à partir du moment où on a pu, grâce à des mesures photométriques, déterminer la distance des étoiles. Voilà. Bref, donc ça c'était la photométrie. Je vais parler aussi de la spectrométrie. Je pense que c'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui en astrophysique. La spectrométrie, c'est l'étude du spectre lumineux. Vous savez bien sûr que la lumière, c'est la lumière, mais il y a des lumières de différents types, de différentes longueurs d'onde, différentes fréquences, c'est pareil. Enfin, c'est relié. Qu'on perçoit dans une petite bande
de longueur d'onde que notre œil perçoit, enfin notre appareil cognitif perçoit comme différentes couleurs. Évidemment, le spectre lumineux s'étend bien au-delà. Et donc, chaque rayonnement lumineux peut être associé à une certaine longueur d'onde. Et faire de la spectrométrie sur les étoiles, c'est regarder le spectre de lumière de l'étoile, c'est-à-dire regarder comment se répartit en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence l'intensité lumineuse. Parce que quand on dit une étoile à telle intensité, oui, mais c'est à quelle longueur d'onde? Parce qu'une autre longueur d'onde, ça peut être une intensité différente. Donc c'est ce qu'on appelle le spectre de lumière des étoiles. À chaque longueur d'onde, à chaque fréquence correspond une certaine intensité. Or, il se trouve que la mesure de ce spectre lumineux pour les étoiles est extrêmement importante pour les étoiles ou pour n'importe quel corps céleste, y compris les nuages interstellaires. En fait, toute l'astrophysique, quasiment toute l'astrophysique vient de la possibilité de mesurer le spectre qui nous parvient du cosmos, parce que ce spectre, la structure de cette répartition de l'intensité en fonction de la longueur d'onde contient énormément d'informations sur la température de l'objet, sur sa composition chimique, parce que chaque atome est caractérisé par des raies de transition de sa configuration électronique. Chaque atome peut passer d'une configuration à une autre. Ce faisant, il émet ou il absorbe un photon de lumière, donc de longueur d'onde bien précise. Si vous voyez dans le spectre d'une étoile qui, grosso modo, est toujours une espèce de courbe en cloche comme ça, qui vous donne d'ailleurs, dont la position exacte du maximum de longueur d'onde vous donne la température. Donc déjà, vous pouvez déterminer la température des étoiles, non pas en allant plonger un thermomètre dedans, qui fondrait de toute façon, mais en regardant simplement, justement, par spectrométrie, en regardant la distribution de l'intensité en fonction de la lumière. Mais vous allez voir de temps en temps, dans ce spectre global, vous allez voir une raie. Par exemple, vous allez voir qu'il manque de l'intensité à une longueur d'onde bien précise. Et bien ça, c'est parce que dans l'atmosphère, dans les couches externes de l'étoile, se trouve un certain élément qui se trouve absorber la lumière précisément à cette longueur d'onde-là. Donc vous avez en fait sur le spectre global, qui a l'air d'être un spectre comme ça, de rayonnement thermique standard, à une certaine température, vous avez des raies, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des raies d'émission, ou au contraire c'est un atome qui va, si vous regardez du gaz interstellaire, etc., vous allez voir des raies d'émission à certaines longueurs d'onde bien précises qui vont vous renseigner sur la présence, enfin sur les noyaux qui sont présents, ou les molécules qui sont présentes dans cet environnement cosmique particulier. Donc c'est extrêmement important, parce que c'est comme ça qu'on recueille vraiment les informations relatives à la composition chimique, mais aussi au mouvement des corps. Parce que vous connaissez tous le fameux effet Doppler, qui fait que la fréquence perçue d'un phénomène dépend du mouvement relatif entre la source et le récepteur et l'observateur. Hein, quand vous avez ce fameux effet, ça marche pour toutes les ondes, hein, y compris pour les ondes sonores. Quand vous avez une voiture qui se rapproche, elle a un bruit plus aigu que quand elle s'éloigne. Hein, ça fait comme ça. Voilà. Donc ça fait aigu, grave. Hein, donc, du coup, lorsque vous voyez le spectre d'une étoile ou d'un environnement cosmique, et vous repérez des raies dont vous savez, parce que vous voyez le pattern de raies, vous savez exactement quel élément l'a émis, mais au lieu de les voir à la longueur d'onde attendue, lambda 1, lambda 2, à une longueur d'onde bien précise, vous les voyez légèrement décalées. Soit si elles sont décalées vers des longueurs d'onde plus grandes, alors c'est que le corps s'éloigne. Si elles sont décalées vers des longueurs d'onde plus petites, c'est que le corps se rapproche. Et vous pouvez mesurer de combien il s'éloigne, c'est-à-dire à quelle vitesse il s'éloigne ou à quelle vitesse il se rapproche. Donc la mesure précise de ce spectre lumineux vous renseigne sur la température, la composition chimique, mais aussi les mouvements des corps. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Parce que sinon, comment on fait pour mesurer la vitesse d'une étoile? On ne peut pas. Eh bien si, on peut, voilà, par spectrométrie. Donc ça, c'est le deuxième volet. Donc j'ai mentionné la photométrie, mesure de la quantité de lumière, spectrométrie, donc ça c'est vraiment, on peut dire que l'astrophysique a commencé avec la spectrométrie au XIXe siècle, à partir du moment où on peut relier ce qu'on observe à des processus physiques et à des mouvements, etc. Et puis le troisième aspect donc, de Gaïa, c'est quelque chose qui est probablement
moins connu ou moins... enfin, on fait beaucoup moins de publicité dans la vulgarisation astrophysique ordinaire. L'astrométrie, c'est en fait où se trouve l'étoile. Et alors ça, c'est quelque chose d'assez... enfin, il est surprenant que ça puisse être si important. Parce que si je vous demande, ou si vous me demandez où est Bételgeuse, je sais pas, où est l'étoile Bételgeuse, où est l'étoile Altaïr, alors je vais vous dire, Bételgeuse est par là. Mais par là où en fait par là. Alors si vous êtes là avec moi dans la pièce, vous voyez ce que je veux dire, mais là déjà en fait, vous regardez cette vidéo sur un écran qui est orienté je sais pas comment, quand je dis par là, pour vous c'est ailleurs. Donc par là ça veut rien dire, par là par rapport à quoi, hein, on voit bien qu'on ne peut repérer les positions que par rapport à autre chose. Mais surtout, quand bien même on serait tous là, je vous dis oui c'est par là, mais par là, en fait, le temps que je le dise, l'étoile s'est déplacée, donc c'est déjà ailleurs. Alors, c'est à peu près par là, oui, ok, mais si on veut être un peu précis, par là, c'est pas si simple. Mais de manière générale, en fait, et c'est un problème profond qu'il faut aborder en 2 minutes. La question de la localisation des corps est quelque chose qui, en soi, est extrêmement intéressant parce que justement, il n'y a pas de localisation absolue. Ça veut dire quoi qu'un corps est ici? Dans une représentation un peu naïve de l'espace, on croit généralement, parce que ça fonctionne bien dans notre vie de tous les jours, on croit que l'espace c'est quelque chose qui existe en lui-même, comme un ensemble de points, un ensemble de lieux qui sont là où ils sont, qui sont ce qu'ils sont du fait qu'ils sont là, qu'ils sont à tel endroit précis, que chaque point est caractérisé par sa position et que un point est une position. Mais en réalité, et ça a été très bien compris par les philosophes depuis bien longtemps, en réalité, il n'y a pas un espace préexistant qui permettrait de dire un objet est ici. En réalité, les objets ne sont pas situés dans l'espace, ils sont situatifs eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qui existe, ce sont des rapports de distance entre les corps. Si je parle d'un point particulier, ça n'a de sens que en tant que lieu situé à une certaine distance d'autres corps prédéfinis. Parce que sinon, un lieu dans l'espace tout seul, ça ne veut rien dire en fait, ça n'existe pas. Les corps sont situés les uns par rapport aux autres. Donc quand je dis Bételgeuse est par là, je n'ai rien dit, et ce que je peux faire par contre, c'est dire elle est à tant de degrés de telle autre étoile, tant de degrés de telle autre étoile, je peux situer les corps les uns par rapport aux autres. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de référence privilégiée dans l'univers. Alors ça c'est quelque chose qui a été découvert par la physique. On pourrait dire par Galilée probablement, le principe de relativité. Un corps n'est pas situé dans un espace préexistant. Un corps est situé par rapport à un autre ensemble de corps. Donc il faut une référence. Et la question, c'est du coup, si je veux repérer la position des corps, quelle est la bonne référence? Eh bien la découverte, c'est qu'il n'y a pas de bonne référence. C'est pas qu'on ne sait pas la trouver, c'est qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'il est véritablement équivalent de situer, disons, ce qui constitue réellement la notion d'espace, ce sont d'abord les corps qui entretiennent des relations de distance, des relations spatiales entre eux. C'est-à-dire ce ne sont pas les corps qui sont situés dans l'espace, c'est la présence des corps dans une certaine configuration, avec des distances particulières entre eux, qui permettent de définir un espace, c'est-à-dire qui permettent de définir des lieux qui maintenant sont identifiés comme les lieux qui sont à telle distance de tel corps de référence. Mais quelle est la bonne référence? Eh bien, il n'y en a pas. Si je me déplace comme ça, je peux dire que je me déplace par rapport au tableau, mais bien évidemment, le tableau se déplace par rapport à moi. Et c'est parfaitement équivalent, il n'y a pas plus de sens à dire que je me déplace par rapport au tableau que le tableau se déplace par rapport à moi. En vérité, ce qui se passe, c'est que le tableau et moi avons des distances qui varient. Donc un mouvement, c'est une variation de distance. Bref, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais il faut vraiment comprendre que du point de vue
que la question de la localisation n'a pas de sens dans l'absolu. C'est toujours une question de localisation par rapport à autre chose. Alors, comment déterminer les mouvements de manière absolue? De la même façon, on ne peut pas définir un mouvement de manière absolue. On peut définir un mouvement par rapport à autre chose. Et quand on pose la question dans quelle direction est telle étoile, je peux la montrer, mais évidemment, de toute façon, la Terre tourne sur elle-même et l'étoile donc a l'air de se déplacer dans le ciel. Et si je vous donne une direction, ça va varier au cours du temps. Donc, je suis obligé vraiment de situer les corps les uns par rapport aux autres. En général, d'ailleurs, enfin historiquement, on ne situe pas les étoiles par rapport à nous, on se situe nous par rapport aux étoiles. On dit on est à telle position par rapport à des étoiles qui semblent fixes. Et c'est là qu'intervient la question de l'astrométrie. Quand on dit pourquoi, voilà, puisque les mouvements sont relatifs et que dire que la Terre tourne au sein du ciel ou que le ciel tourne autour, c'est pareil, pourquoi est-ce qu'on insiste à ce point pour dire que non, la Terre tourne sur elle-même? Mais en fait, si on s'en tient au mouvement relatif, c'est exactement la même chose. Personne ne vous dira qu'il est préférable de dire que la Terre tourne par rapport au ciel plutôt que le ciel tourne par rapport à la Terre. C'est évidemment la même chose. Si on s'en tient à la question des mouvements relatifs, c'est pareil et personne n'insistera pour vous faire dire que la Terre tourne. On s'en fiche complètement. C'est vraiment pareil. Il n'y a de mouvement que relatif. Simplement, pour des raisons pour une double série de raisons, il est avantageux d'adopter le point de vue que la Terre tourne, effectivement. D'abord pour une raison de simplicité et de bon sens, et ensuite pour des raisons physiques d'un autre ordre dont je dirai juste un mot. Parce que ça va jouer un rôle dans l'histoire qui vient. Pardon pour cette introduction, mais c'est important de comprendre que, parce qu'on parle, le cœur de la mission Gaïa, c'est vraiment l'astrométrie, et donc c'est déterminer la position et le mouvement des corps. Et il faut dire par rapport à quoi, et qu'est-ce que ça veut dire se déplacer. Parce qu'encore une fois, se déplacer en soi, ça ne veut rien dire. Chaque corps est toujours immobile par rapport à lui-même. Si vous prenez lui comme référence, aucun corps ne bouge. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'insiste un peu. Alors, je parle de simplicité et de bon sens. Première raison, si vous êtes dans votre voiture et que vous démarrez, évidemment, votre voiture se déplace par rapport à la chaussée, par rapport aux immeubles, par rapport aux arbres, suivant où vous êtes, votre voiture se déplace par rapport à tout le reste. Mais du seul point de vue des mouvements relatifs, évidemment, c'est exactement équivalent de dire que votre voiture est immobile et que les murs, la chaussée, les arbres se mettent à bouger. C'est exactement pareil. Il n'y a aucune raison d'insister pour dire si, c'est la voiture qui bouge, comme si on dit, de même qu'on insiste pour dire si, c'est la Terre qui tourne. Ok, si vous voulez dire que c'est le ciel qui tourne, c'est le ciel qui tourne. Pareil dans votre voiture, non, elle ne bouge pas votre voiture, pas de problème. C'est la rue qui défile. Très bien, aucun problème. Et c'est vrai, c'est strictement équivalent d'un point de vue du mouvement relatif. Cependant, vous admettrez que par simplicité et bon sens, quand vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, c'est quand même un peu étrange que d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, ça va faire défiler la rue plus vite. Donc vous êtes en train d'actionner tout l'univers entier qui défile. C'est peut-être un petit peu plus simple et judicieux de dire qu'en fait vous êtes juste en train de faire bouger votre voiture. Votre action est sur la voiture, pas sur le monde autour. Pareil quand vous freinez. D'un seul coup, les murs s'arrêtent de bouger alors qu'ils bougeaient. Non, c'est probablement votre voiture qui s'arrête. Mais d'un point de vue du mouvement relatif, c'est strictement la même chose. On est bien d'accord. Donc ça, c'est le bon sens. Oui, a priori, quand je me mets à marcher, je ne mets pas l'univers en mouvement. Mais, encore une fois, du point de vue du mouvement relatif, je suis d'accord, c'est pareil. Le deuxième point, c'est pour des raisons physiques, un peu plus subtil, mais très simple à comprendre également. Si vous êtes dans votre voiture, justement, et que vous roulez, puis vous avez une bouteille d'eau sur le siège à côté, si vous freinez, la bouteille, vous savez très bien ce qu'elle va faire, elle va se retrouver projetée vers l'avant, par rapport à votre voiture.
Et ça, c'est assez étrange parce que d'habitude, quand vous êtes chez vous, vous posez une bouteille sur la table à côté ou sur votre canapé, elle ne va pas se mettre d'un seul coup à bouger. Et donc, ce qu'on voit, c'est que il y a des références particulières, des références de position et de mouvement, qui sont simplement plus pratiques, mais infiniment plus pratiques. C'est-à-dire que si vous voulez décrire le mouvement, si vous voulez décrire le mouvement d'un corps qui tombe, voilà, je lâche une balle, elle tombe, très bien. Bon, si je prends comme référence la pièce, et puis moi-même si je suis immobile par rapport à la pièce, c'est très simple, j'ai un corps qui est là et il tombe dans une direction avec une vitesse accélérée, bon, on peut mesurer, etc. Supposons maintenant que je veuille mesurer ce mouvement par rapport à ce corps-là, qui est une référence tout à fait correcte. Ce que je vois, c'est que là, lorsque je lâche cette balle pendant que je déplace le corps, vous voyez que le mouvement de cette balle par rapport à ce corps-là, alors que je fais faire des trucs bizarres à ce corps, il va être très très compliqué à décrire. Vous allez avoir beaucoup de mal à le décrire physiquement, alors que pour décrire la chute de ce corps dans un référentiel qu'on appelle aujourd'hui galiléen, qui est donc un type de référentiel particulier dans lequel justement la description des mouvements est très simple, c'est simple, je dis qu'il y a une force qui le tire vers le bas, et puis il va vers le bas à vitesse accélérée, c'est extrêmement simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel galiléen? C'est justement un référentiel particulier au sein duquel une loi très très simple s'applique, qu'on appelle la loi d'inertie, qui est que si vous posez la bouteille d'eau quelque part, elle y reste. Si vous posez un corps quelque part et que vous n'agissez pas sur lui, évidemment si vous lui appliquez une force, si vous le tirez, vous le poussez, il va bouger, mais si vous ne faites rien, il ne va pas bouger tout seul. C'est ça un référentiel galiléen, et évidemment, ce n'est pas le cas de votre voiture quand vous freinez, parce que la bouteille d'eau, vous l'avez posée, vous freinez et elle s'est mise à bouger par rapport à la voiture. Donc vous voyez que la voiture, c'est pas un bon... du point de vue du mouvement relatif, aucun problème. Mais c'est pas la meilleure référence à choisir si vous voulez commencer à décrire des phénomènes physiques. Parce que ce qui se passe, ce qui arrive à cette pauvre bouteille d'eau quand vous freinez, c'est quand même très très étrange si vous imaginez que... si vous cherchez à la décrire par rapport à votre voiture. Bon, je pense que vous avez compris. Alors, qu'en est-il pour la Terre, pour les étoiles? Eh bien, donc, pourquoi insiste-t-on aujourd'hui pour dire que oui, la Terre tourne sur elle-même, c'est pas le ciel qui tourne? D'abord parce que ce serait vraiment très très bizarre de se dire que toutes les étoiles tournent. Alors, au début, on ne savait pas qu'il y avait différentes distances d'étoiles. Donc, on imaginait qu'il y avait la sphère céleste des étoiles, et simplement, cette sphère tourne à une certaine vitesse. Bon, très bien, et c'est vrai que c'est tout à fait correct, ça. Enfin, pourquoi pas? On peut dire qu'on est la Terre qui tourne au sein de cette sphère, ou la sphère qui tourne autour. Bon, très bien. Il est peut-être étrange que le centre soit pile au centre de la Terre, mais pourquoi pas, c'est une conception philosophique comme une autre, après tout. Simplement maintenant, si vous savez qu'il y a des étoiles à différentes distances, si on a une là, par rapport à la Terre qui est ici, vous voyez qu'il faut que le mouvement soit sacrément coordonné, c'est-à-dire qu'il faut que cette étoile tourne exactement faut que la vitesse de cette étoile soit ce qu'il faut pour que, par rapport à la vitesse de celle-là, pour qu'elle reste toujours dans la même direction relative. Hein. Si vous voyez un certain angle entre deux étoiles, entre Rigel et Betelgeuse, au cours de la nuit, cet angle ne varie pas. Et donc, s'il y en a une qui est plus loin que l'autre, il faut qu'elle aille beaucoup plus vite, mais juste ce qu'il faut pour que ça ne varie pas. Aucune étoile, nulle part, partout dans l'univers. Donc au bout d'un moment, vous dites, faisons preuve un peu de simplicité et de bon sens. Non, c'est bien la Terre qui tourne, et ces étoiles qui restent fixes. Alors, qui restent fixes, à peu près. Et c'est là le problème. La question, c'est est-ce que les étoiles bougent en fait les unes par rapport aux autres? En première approximation, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a des constellations qu'on sait nommer, vous revenez le lendemain, c'est les mêmes, la position relative des étoiles les unes par rapport aux autres, je vais vous faire Orion, parce que j'adore Orion,
la position relative des étoiles reste la même. Mais à quelle précision? Est-ce que c'est vrai que ces étoiles sont fixes les unes par rapport aux autres? Ben, c'est vrai à peu près, mais en fait, donc c'est pas vrai. Ces étoiles bougent, mais comment le voir? Et c'est là que vous commencez à percevoir qu'il va falloir trouver, si vous voulez voir que cette étoile s'est déplacée, et c'est par rapport à quoi? On revient au problème. Par rapport à quoi? Par rapport à celle-là? Oui, mais est-ce que c'est peut-être celle-là qui est restée fixe et celle-là qui s'est déplacée? Comment trouver une bonne référence pour pouvoir repérer la position, justement, des corps célestes? Alors, on sait aujourd'hui mesurer la distance des étoiles par un mécanisme qui est justement le cœur de ce qu'a fait la mission Gaïa, qui est ce qu'on appelle la parallaxe. La méthode de la parallaxe, c'est très simple. C'est le fait que, suivant où vous êtes, vous voyez pas les objets dans la même direction. Si je suis ici, je vois la caméra dans une certaine direction. Si je me déplace, la direction bouge. C'est quelque chose qu'on peut voir, enfin, vous mettez votre doigt comme ça, et vous fermez un œil, et vous voyez que le doigt se déplace sur l'arrière-fond. Sur l'arrière-fond. Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire que le doigt se déplace? Par rapport à quoi? Donc, en fait, l'idée, c'est que vous avez un arrière-plan que vous supposez fixe, et vous avez un corps qui est devant, et vous, quand vous avez un certain œil, vous avez deux yeux comme ça, cet œil-là voit l'objet à cet endroit-là, sur l'arrière-plan, et lorsque votre deuxième œil ici le voit ailleurs. Évidemment, plus l'objet est proche, si l'objet est ici, plus le déplacement sur l'arrière-plan va être grand. Vous voyez que là, vous voyez cet objet avec cet œil-là ici, sur l'arrière-plan, et avec l'autre œil, vous le voyez là, vous avez une grande variation. Vous pouvez faire ça avec vos yeux. Quand c'est proche, vous fermez un œil puis l'autre, vous voyez que ça se déplace beaucoup. Plus il est loin, moins il se déplace. Et donc, donc ça marche, c'est comme ça que le cerveau, enfin que notre appareil cognitif reconstruit la profondeur, la troisième dimension, hein, puisque si je vois que ce stylo est derrière, parce que justement, j'ai cette perception, mes deux yeux, ce qu'on appelle la vision binoculaire, me donnent des informations. Je vois bien qu'ici, mes deux yeux le voient sous des angles très différents, celui-là sous des angles très proches. Et donc je sais que celui-là est beaucoup plus loin que celui-ci. Ah bah tiens, d'ailleurs, c'était bon pour les couleurs. Voilà. Alors simplement, pour un corps qui est très loin, bah, ça ne fait plus aucune différence. La différence entre vos deux yeux, c'est un corps qui est très 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 loin. La différence d'angle est minime et vous ne pouvez même pas l'évaluer. Alors, bien. Donc ça, c'est la technique qu'utilise Gaïa, mais... Où est-ce qu'il est mon effaceur? Excusez-moi. Voilà. Cette technique qu'utilise Gaïa, mais c'est compliqué pour les raisons qui vont suivre. Alors, je voudrais juste revenir, excusez-moi, c'est un tout petit peu décousu, je voudrais juste revenir pourquoi on insiste pour dire que c'est bien la Terre qui tourne sur elle-même. Alors, donc, je vous disais, il y a une différence de dire que il n'y a pas de différence du point de vue du mouvement relatif, de dire que c'est la rue qui se déplace par rapport à la voiture ou la voiture par rapport à la rue. Il y a un mouvement relatif, c'est tout ce qu'on peut dire, et c'est très bien. Simplement, effectivement, quand on pose une bouteille d'eau dans la rue et une bouteille d'eau dans la voiture et qu'on se met à accélérer, on voit tout de suite quelle est la bonne référence. Alors, de la même façon, pour la Terre, si c'est juste pour regarder le mouvement apparent des étoiles, dire que la Terre tourne sur elle-même ou que le ciel tourne dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Sauf que effectivement, l'expérience de la bouteille d'eau, on peut la faire avec la Terre. Alors on peut la faire avec ce qu'on appelle le pendule de Foucault. Hein. Imaginez, c'est très simple, imaginez que vous soyez au pôle. Alors Foucault l'a fait à Paris, comme vous le savez, au Panthéon, mais peu importe, imaginez que vous soyez au pôle, et puis vous faites un pendule. Hein. Vous faites un pendule, vous attachez une masse au bout d'un fil, et puis vous faites le pendule comme ça. Bon, eh bien, le pendule oscille,
Et c'est très bien, oui, sauf que, si, imaginez que vous faites ça là. Donc le pendule oscille comme ça, enfin, il oscille dans un certain plan, d'accord? Qui est ce qu'il est. Oui, mais la Terre tourne dessous. Donc, si vous êtes fixé à la Terre et que vous tournez avec la Terre, bah vous allez voir le plan du pendule qui tourne et qui fait un tour complet en 24 heures, tout simplement. Et ça veut dire que la Terre n'est pas une référence galiléenne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas un corps c'est pas un corps de référence pour lequel si vous posez un objet quelque part, il y reste. Bon, là c'est une version avec un corps en mouvement, mais si vous êtes dans un bon référentiel, vous faites osciller un pendule, bah il oscille, et puis il continue d'osciller, et puis voilà, puis il reste toujours dans le même plan. Il n'y a aucune force qui va le dévier d'un côté ou de l'autre. Dans le cas de la Terre, il suffit de vous faites tourner un pendule, et vous allez voir que puisque la Terre tourne, le plan dans lequel oscille le pendule va tourner aussi. Si vous étiez au pôle, et ça mettrait exactement 24 heures, donc ça ferait une parfaite horloge qui mesurerait le temps depuis que vous avez commencé à lâcher le pendule. Bon alors, si vous faites ça à Paris, il y a des effets d'angle, donc ça dépend de la latitude, le temps que ça prend à tourner, mais vous voyez très bien, c'était la démonstration faite donc, par Foucault, vous voyez très bien que la Terre n'est pas, c'est pas équivalent de dire la Terre tourne au sein du cosmos plutôt que le cosmos tourne autour de la Terre. Parce que si c'était le cas, le pendule au pôle, ben, il continuerait, il ne tournerait pas, en fait, son plan d'oscillation ne tournerait pas. Bon, bref. Donc ça, c'est une première chose. Ce n'est pas équivalent. C'est équivalent du point de vue du mouvement relatif, mais ce n'est pas équivalent du point de vue de la physique de dire que la Terre tourne sur elle-même. Donc ça, c'est une chose, la Terre tourne sur elle-même. Quand on a découvert Copernic, etc., que, en fait, la Terre, non seulement tournait sur elle-même, bien sûr, mais tournait aussi autour du Soleil. C'est ça vraiment la grande révolution. Et c'est pas... donc, je vous représente le Soleil. Et vous savez que la Terre a une orbite alors presque circulaire, à peine elliptique. C'est très, très exagéré là, mais peu importe. Voilà, vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil. Comment savoir ça vraiment? En fait, alors, il va intervenir deux choses, la parallaxe et le phénomène d'aberration. Donc ce sont deux phénomènes extrêmement importants dont je dois vous parler, et encore une fois, qui sont au cœur de ce que je voulais vous dire sur la mission Gaïa. Je suis désolé, cette vidéo est un peu longue, mais j'essaye de vous montrer aussi la perspective historique, en quelque sorte, parce que c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Enfin, on n'est jamais au bout, ça va continuer, mais c'est pas pour rien qu'on cherche à mesurer précisément la position des étoiles. Et quand je dis précisément, vous allez voir dans quelques minutes que c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire ce qui a pu être fait. Alors, Copernic nous dit, mais en fait, ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil. Et Kepler nous dit, les planètes tournent autour du Soleil sur des trajectoires elliptiques, essentielles, enfin, très peu excentrées, hein, très, très proches de circulaires, mais qu'à cela ne tienne. Donc voilà, vous avez différents corps célestes, voilà, qui tournent à des vitesses différentes, chaque planète sur sa propre orbite. Encore une fois, si on s'intéresse juste au mouvement relatif, ça veut dire quoi que la Terre tourne autour du Soleil? On peut aussi bien dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Et c'est vrai, du point de vue du mouvement relatif. C'est vrai. Simplement, quand vous avez s'il y avait juste la Terre et le Soleil, ouais, très bien, bon, c'est pareil, ok. Sauf que, si vous avez plusieurs corps, vous allez avoir le mouvement vous avez le mouvement de Mercure autour du Soleil, puis de Vénus autour du Soleil, puis de la Terre autour du Soleil, puis Mars autour du Soleil, etc. Et vous avez, vu de la Terre, vous avez un mouvement de Vénus qui est quelque chose, un mouvement de Mars qui est bizarre, ça va par là, ça revient, ça repart. C'est exactement le cas
le cas de la voiture, où vous êtes dans votre voiture, vous prenez un virage, vous passez d'une rue à une autre, et vous pouvez très bien décrire le mouvement du monde comme « Ah, le monde se met à aller par là, puis après il se met à aller par là, puis il tourne, et puis il va par là. » C'est marrant, à chaque fois que vous tournez le volant, le monde entier tourne. C'est quand même très très bizarre. Donc le bon sens, à un moment, vous dit « Ok, c'est ma voiture qui a tourné. » Ben là, c'est de la même façon. Si vous regardez le mouvement de tous ces corps par rapport à vous, ça fait des trucs très bizarres qui sont... Bien sûr, vous pouvez le décrire, vous pouvez dire « Voilà ce qui s'est passé. » Et c'est vrai, par rapport à vous, tous ces corps célestes ont bougé de la façon que vous direz, certes. Mais pour comprendre ces mouvements, ça devient tout simplement intenable. Et c'est pour ça qu'on a abandonné le modèle géocentrique, et pour adopter le modèle héliocentrique, c'est qu'au bout d'un moment, c'est super simple de dire, en fait, toutes ces planètes tournent autour du Soleil, et du coup, je comprends la variation des positions relatives. Si je suis moi sur Terre, je vois Mercure qui tourne comme ça, Vénus comme ça, donc un coup à gauche du Soleil, un coup à droite du Soleil. Ah, vous voyez bien, Vénus, de temps en temps, vous voyez le soir, de temps en temps, vous la voyez le matin. D'un seul coup, vous comprenez tout très simplement. Donc c'est exactement comme dans la voiture, quand vous tournez, c'est pas l'immeuble là qui se met à se déplacer comme ça, puis l'immeuble plus loin qui va aussi comme ça, mais tellement plus vite pour pouvoir rester dans le même axe. Ok, vous avez compris, la voiture tourne. C'est exactement pareil. On a compris que en fait, les planètes tournaient autour du Soleil. Bon, merci Copernic, merci Kepler, merci tout le monde. Il y a quand même quelque chose qui a tracassé Copernic très tôt, et c'est un élément très important de cette histoire, c'est que, du coup, si la Terre tourne autour du Soleil, et qu'on regarde les étoiles lointaines, on devrait voir la direction de l'étoile varier au cours de l'année. Quand la Terre, mettons que ça c'est la Terre, si la Terre est là, on voit cette étoile, si cette étoile est là, si elle est là vraiment, on la voit par là. Puis plus tard, quand la Terre tourne comme ça, la Terre se trouve là, ah, on la voit par là. Sur un arrière-plan derrière, vous voyez que c'est pas du tout le même angle. Donc on devrait voir cette étoile se déplacer sur l'arrière-plan des étoiles plus lointaines. Puis quand la Terre est là, ça serait même encore pire. D'accord ? Et donc ça c'est l'effet de parallaxe dont je vous parlais, en fait. Sauf que la différence de position entre nos deux yeux, qui donne une différence d'angle qui vous permet d'évaluer la distance d'un point, cette différence, c'est plus juste la distance entre nos deux yeux, c'est la distance entre une position de la Terre et la position diamétralement opposée. 150 millions de kilomètres, 150 millions de kilomètres, 300 millions de kilomètres. Donc vous avez deux yeux, si vous faites une mesure à un moment de l'année et une mesure 6 mois plus tard, vous avez deux yeux séparés de 300 millions de kilomètres. Alors évidemment, vous allez voir des différences d'angle, même sur des objets situés très, très loin. Or, Copernic a bien vu qu'en fait, non, les étoiles, quand on se déplace autour du Soleil, on ne voit pas la direction apparente changer. On ne voit pas cet effet de parallaxe, alors qu'il devrait être là. Et donc, Copernic suppose, et il avait raison bien sûr, suppose que si c'est le cas, c'est que les étoiles sont vraiment très très loin. Tellement loin que même 300 millions de kilomètres, ça ne suffit pas à permettre la détection de cette variation d'angle. Elle est là, cette variation d'angle, bien sûr, il faut bien. Mais elle est tellement faible si la distance de l'étoile est extrêmement grande qu'on ne le voit pas. Et donc, Copernic, il avait le choix entre abandonner toutes les belles choses que permet tout ce que j'ai dit avant, que c'est évident qu'en fait on tourne autour du Soleil, parce que du coup les mouvements apparents des planètes les unes par rapport aux autres deviennent complètement évidents. Donc évidemment on croit à ça, mais sinon si on y renonce, si on croit à ça, donc ça pose le problème de la parallaxe des étoiles, mais on ne va pas renoncer à ça pour si peu, et du coup la conclusion c'est qu'en fait, ok, c'est comme ça, mais les étoiles sont très très loin. Donc les étoiles sont très lointaines, mais quelle distance, comment savoir ? Justement, on ne sait pas parce que c'est indétectable. On pourrait mesurer facilement la distance des étoiles si, avec un bras de levier, si on peut dire, de 300 millions de kilomètres, on voyait une différence d'angle. On mesurerait la parallaxe des étoiles et on connaîtrait leur distance.
Alors c'est ça que maintenant on sait faire. Alors on n'a pas attendu Gaïa pour mesurer la parallaxe des étoiles, de quelques étoiles, des plus proches justement, qu'on voit se déplacer sur l'arrière-fond des étoiles plus lointaines, qui bougent aussi bien sûr, mais qui sont tellement lointaines que ça bouge, on ne peut pas percevoir ce mouvement. Donc on arrive à voir en fait le mouvement, la parallaxe des étoiles proches sur l'arrière-fond des étoiles plus lointaines. Mais vous voyez qu'il y a un moment, il faut supposer que les étoiles ne bougent pas, que certaines sont suffisamment loin pour ne pas bouger. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que la référence des étoiles, des corps célestes lointains, ce que fait en particulier Gaïa, ça va être des quasars situés extrêmement loin, donc à des milliards d'années-lumière, oui, hein, donc bien au-delà de notre galaxie évidemment. Et donc on va pouvoir repérer le mouvement apparent des étoiles de notre galaxie devant cet arrière-fond cosmique. Alors, ça ne veut pas dire que le quasar, il ne bouge pas. Bien sûr qu'il bouge. Rien n'est complètement immobile. Enfin, bouger encore une fois. Bouger par rapport à quoi, hein, c'est toujours pareil. Donc, par rapport à un référentiel qui serait un référentiel dans lequel, si je pose un objet, il y reste. Et que je fais rien sur lui, il y reste. Hein. Mais de toute façon, qu'il bouge vite, pas vite, par rapport à un référentiel, comme je dis, ça n'a aucune importance, puisqu'il y a des milliards d'années-lumière, quand bien même il y aurait un mouvement à une vitesse colossale par rapport à notre référentiel galiléen local, ça ne ferait aucune différence. Là, sa direction, là, ce serait vraiment complètement minime et impossible à voir. Donc on se sert de ces astres très lointains pour fixer notre référence. Et à partir de cette référence, on va dire, ah, l'étoile, elle est à tant de degrés de celui-là, tant de degrés de celui-là. Bref, on peut repérer les étoiles par rapport à cet arrière-plan lointain. Mais effectivement, on est obligé d'aller chercher des objets extrêmement lointains parce qu'au sein de notre galaxie, avec les précisions qu'on veut atteindre et qu'on parvient à atteindre, en fait, toutes les étoiles bougent. Alors, elles bougent pour différentes raisons. Et c'est ça qui complique l'affaire, mais c'est ça aussi qui rend les résultats d'autant plus riches, c'est qu'il y a cet effet de parallaxe, on se déplace autour du Soleil en permanence, donc on voit toutes les choses avec des angles différents sur l'arrière-fond, et puis il y a aussi le fait que les étoiles se déplacent. La galaxie est ce qu'elle est, si je la regarde par au-dessus, ça fait une espèce de bras spiraux comme ça, hein, par la tranche ça fait un disque avec un petit bulbe comme ça vaguement, enfin bref, vous avez un disque galactique avec des étoiles là-dedans, toutes les étoiles tournent autour du centre galactique, tout ça est en mouvement, et puis c'est pas comme pour les planètes avec une trajectoire circulaire ou elliptique très précise. Les étoiles s'influencent les unes les autres, elles sont, tout en tournant autour du centre galactique, elles sont un petit peu attirées par des amas d'étoiles proches, etc. Donc ça a des mouvements un petit peu chaotiques, mais enfin grosso modo, ça fait le tour. À la hauteur du Soleil, notre Soleil fait le tour en à peu près plus de 150 millions d'années pour faire le tour de la galaxie. C'est comme ça. Donc, vous avez les mouvements propres des étoiles, les unes par rapport aux autres, par rapport à la galaxie, et tout ça se produit en même temps que vous êtes en train de tourner autour du Soleil et que vous voyez tout se déplacer avec des angles différents. Donc, encore une fois, quand je dis « elle est où Bételgeuse ?» attendez, par rapport à quoi? Comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est où? Elle était où quand? Parce que comme elle se déplace, elle n'est plus au même endroit. Nous, on se déplace, mais même si on s'affranchit notre mouvement et qu'on repère Bételgeuse par rapport au système solaire, et pas par rapport à la Terre qui est tellement en train de tourner, même ça, il faut faire attention, parce que le Soleil bouge et Bételgeuse bouge. Donc par rapport à quoi? Donc vous voyez que cette nécessité d'avoir des références fixes est crucial. Sauf si on se contente de, c'est à peu près par là. Mais si on veut faire mieux, et il y a un grand intérêt à faire mieux pour des raisons que je dirai plus tard, mais il faut que j'accélère quand même, pour pas que cette vidéo soit trop longue. Si on veut faire mieux, vous voyez que ça devient tout de suite un petit peu compliqué. Alors, donc, dans la mesure où on ne peut pas, Copernic le voit bien, Galilée voit bien, tout le monde, Kepler voit bien, tout le monde voit bien qu'on ne voit pas la parallaxe des étoiles, c'est-à-dire que 300 millions de kilomètres de différence de position, c'est pas suffisant pour voir une différence d'angle mesurable de la position des étoiles relatives les unes par rapport aux autres. Et du coup, comment...
quel sens y a-t-il à dire que c'est vraiment la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse? Alors, il y a la raison de bon sens que j'ai parlé avant, c'est-à-dire que sinon, c'est très compliqué de comprendre comment se déplacent les planètes par rapport à la Terre, tandis que par rapport au Soleil, c'est très simple, chacune suit sa propre ellipse et on n'en parle plus. Donc, ça, c'est la question de bon sens. Mais il y a aussi la question physique, qui n'est pas du même type que le pendule de Foucault, qui permet de dire de façon claire, oui, la Terre tourne sur elle-même. Cette autre façon qui permet de voir qu'effectivement, enfin, cet argument physique qui permet de montrer que la Terre tourne autour du Soleil vraiment en un sens physique profond, c'est la question de l'aberration. Alors, il faut que je vous parle de ça, vous allez voir, c'est magnifique. L'aberration de la lumière, c'est quoi? C'est très simple, c'est exactement le phénomène qui fait que quand vous courez sous la pluie, vous êtes mouillé devant, ou si vous faites du vélo sous la pluie, vous êtes mouillé devant et à peu près sec derrière. Supposez que vous ayez la pluie qui tombe verticalement, il n'y a pas de vent, la pluie tombe verticalement. Si vous êtes au repos sous la pluie, vous allez avoir le chapeau mouillé, et puis enfin, si vous avez un chapeau, sinon le crâne chauve mouillé. Et puis, voilà, ça vous tombe par au-dessus. Si maintenant vous avancez sous la pluie, eh bien, vous allez croire que la pluie vient vers vous. Tout simplement parce que vous venez au-devant de la pluie qui tombe. Donc, pendant que la pluie tombe, vous vous déplacez, et donc ça vous donne un mouvement apparent de la pluie, comme ça. On a tous l'habitude, ou sur une voiture, quand vous êtes sous la pluie, plus vous allez vite, plus l'eau vous arrive de face. Bon, bref, tout le monde connaît ça très bien. Alors, donc c'est une modification de l'angle apparent du mouvement, en l'occurrence ici des gouttes de pluie, par rapport à vous si vous vous déplacez. Et alors là, c'est pareil, le bon sens, on peut le réinvoquer. Si vous êtes sous la pluie, et que quand vous avancez par là, vous avez l'impression qu'elle vient par là. Puis vous faites demi-tour, et vous avancez par là, maintenant vous avez l'impression que la pluie vient par là. Vous comprenez bien que c'est vous qui avez changé. C'est pas parce que vous vous êtes retourné d'un seul coup, la pluie s'est mise à tourner dans l'autre sens. Non, la pluie vient toujours de la même direction, verticale ou pas, mais enfin elle vient dans une même direction. Et la direction apparente par rapport à vous, c'est lié à votre mouvement par rapport à la direction de la pluie elle-même. Donc, vous allez... Enfin, cet effet qui est une modification de la direction perçue, ici des gouttes de pluie, modification liée à votre propre mouvement, il est très simple à comprendre et il s'applique de la même façon à la lumière. Dès lors qu'on a découvert que la lumière se propageait, non pas instantanément, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens, ça vaudrait le coup d'en parler dans une autre vidéo, mais bref. Dès lors qu'on a compris que la vitesse se déplaçait à une certaine vitesse, une mesure par Rømer, une vitesse finie, eh bien, vous pouvez représenter les rayons lumineux, si vous voulez, ou les photons, comme vous voulez, vous avez le modèle de lumière que vous voulez. Si vous avez une étoile qui est par là, et donc qui envoie de la lumière dans cette direction-là, si vous êtes en train d'avancer par là, vous allez croire que l'étoile est un petit peu par là. Enfin, j'exagère ici beaucoup, mais si vous allez à une vitesse, une certaine vitesse, plus vous êtes proche de la vitesse de la lumière, plus l'effet va être grand, mais peu importe. Si vous vous déplacez à une certaine vitesse, la lumière qui vous parvient de l'étoile est un petit peu décalée. Et alors c'est là le coup de génie de M. Bradley, 1727, Bradley comprend que quand la Terre tourne autour du Soleil, chaque fois je fais une ellipse un peu trop... Il y a un moment la Terre va par là, puis à un moment elle va par là. Et ça va faire changer la direction apparente de l'étoile. Si vous avez une étoile qui est loin par là-bas, donc qui envoie des rayons comme ça, d'accord? Elle est très loin au-dessus. Quand la Terre est à ce moment de l'année, elle voit l'étoile, elle se prend la pluie sur le devant, donc elle voit l'étoile un peu par là en fait, elle la voit par là l'étoile. Et puis 6 mois plus tard, la lumière tourne toujours comme ça, la pluie tombe toujours comme ça,
Mais maintenant, la Terre avance dans l'autre sens. Donc, la Terre se prend la pluie de photons vers l'avant, toujours évidemment, on va au-devant d'elle. Donc maintenant, on croit que l'étoile, elle est par là. Et donc, à ce moment de l'année, on voit l'étoile par là, et à ce moment, par là. Et donc, vous avez, en fait, au cours de l'année, vous avez une variation de la position de l'étoile, de la direction de l'étoile, qui est notable si jamais on se déplace assez vite par rapport à la vitesse de la lumière. Alors on ne se déplace pas si vite que ça, hein, c'est de l'ordre de 30 km par seconde, le mouvement de la Terre autour du Soleil, à comparer aux 300 000 km par seconde de la vitesse de la lumière. Donc évidemment c'est beaucoup moins, mais si on a des instruments très précis, on est capable de voir ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce pattern au cours de l'année de modification de la direction des étoiles dépend de où sont les étoiles. Si alors maintenant on va dire que le Soleil est là et mon orbite est comme ça. Donc je tourne comme ça autour du Soleil, d'accord? Pardon, la démonstration. Si je regarde une étoile au zénith, enfin, disons, hein, dans la direction du pôle par rapport à mon orbite autour du Soleil. Quand j'avance par là, je vois la pluie qui me vient par là, puis là par là, puis là par là, puis là par là. Donc cette étoile que je devrais voir normalement tout à fait perpendiculaire à mon plan de rotation autour du Soleil, en fait je vais la voir un peu par là, puis un peu par là, puis un peu par là. En fait, je vais voir, vous ne voyez pas sur la caméra, quand j'avance par là, je la vois par là, puis après par là. Donc en fait, je vais la voir dessiner un cercle. Une étoile qui est perpendiculaire, je vais la voir faire un cercle. Si maintenant je vise une étoile qui est dans cette direction-là, dans la direction du tableau, donc la lumière me vient par là. Quand j'avance par là, je la vois venir par l'avant. Quand j'en suis là, et que j'avance vers le tableau, là je vais au-devant de la lumière de l'étoile, mais ça reste dans la même direction. D'accord? Et puis là, je la vois dans l'autre sens, et donc en fait, je vous laisse faire, c'est un petit peu difficile à représenter comme ça, il faudrait faire une vidéo, il faudrait faire des petits dessins, mais si vous voulez, une étoile qui va être perpendiculaire par rapport à là où vous êtes, va avoir un mouvement circulaire comme ça, dont l'amplitude dépend de votre vitesse de rotation autour du Soleil, qui est ce qu'elle est, et puis quand vous regardez... Donc voilà comment l'étoile va se déplacer dans le ciel. Quand vous regardez dans le plan de rotation de la Terre autour du Soleil, l'étoile elle va simplement faire un aller-retour comme ça. Tchac. Et puis en intermédiaire, il va y avoir, ça va faire une ellipse comme ça. Donc c'est-à-dire que suivant la direction où vous regardez, vous allez voir ces mouvements qu'on appelle des mouvements d'aberration, des étoiles, qui ont des patterns différents. Vous allez avoir les étoiles ici qui font des cercles, les étoiles ici qui font des ellipses au cours de l'année, et puis les étoiles ici qui font juste des allers-retours sur une ligne. Et pareil de l'autre côté du ciel, etc. Donc tout ça pour dire que, suivant l'endroit où vous visez, vous avez des mouvements apparents qui sont différents. Et c'est comme ça que vous pouvez parfaitement attribuer ces mouvements apparents qui sont infimes, mais vous pouvez vraiment les attribuer à ce mouvement de la Terre autour du Soleil, parce que dès lors que le pattern est bien celui qui est prédit par un tel mouvement. Or, c'est ça qu'a observé Bradley. Alors, pour la petite histoire, il y a Picard qui avait observé la même chose, mais qui n'avait pas compris. En fait, c'est pareil d'ailleurs pour Bradley, il cherchait, je crois aussi Bradley, il cherchait justement la parallaxe des étoiles. C'est-à-dire, il cherchait ce que je disais avant, à voir le mouvement apparent d'une étoile sur un arrière-fond plus lointain au cours du mouvement de la Terre, simplement par déplacement de la position de la Terre. Et il voyait des choses qui bougeaient, mais ça faisait pas ce qu'on attendait. Et justement, il y avait des patterns bizarres. Et c'est Bradley qui a compris que justement, ce qu'on voyait, c'était l'aberration de la lumière. Et comme on connaît la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil, on peut aussi en déduire la vitesse de la lumière. Une autre façon, on l'avait déjà par Homer, enfin, pas si précise que ça. Donc vous voyez, il y a énormément de choses à faire quand on commence à regarder précisément la direction de l'étoile. Picard, là, c'est pas Jean-Loup Picard, c'est Jean Picard, hein, je crois que c'est vers 1680, c'est celui qui avait aussi mesuré, d'ailleurs, avec Cassini,
ça c'est beaucoup de choses à regarder là-dessus avec Cassini, mesurer la parallaxe de Mars, hein, justement quand entre... Alors oui, parce que la parallaxe des étoiles, vous pouvez vous déplacer, donc vous avez 300 millions de kilomètres à 6 mois d'intervalle pour essayer de voir un mouvement qu'on ne voit pas parce que c'est trop faible. La manière dont on a connu les distances dans le système solaire, c'est en faisant un calcul de parallaxe, alors pas avec nos deux yeux, évidemment c'est trop petit pour des objets lointains, ce qu'a fait Cassini avec Picard et d'autres, c'est de prendre 2 points sur la Terre, entre Paris et Cayenne, essentiellement. Vous regardez Mars au même moment, c'est très compliqué à faire, là aussi il y aurait des vidéos entières à faire là-dessus, mais ils ont réussi donc à déplacer leurs 2 yeux, il y avait un œil à Paris et un œil à Cayenne, et ils ont regardé Mars, et ils ont vu une toute petite variation d'angle, ils en ont déduit la distance de Mars. Une fois qu'on a la distance de Mars, on a la distance de toutes les étoiles. Donc vous voyez ce calcul de parallaxe, cette mesure de parallaxe qui fait que je déplace mon point de vue et je vois comment ça bouge derrière, enfin comment ça bouge par rapport à un arrière-plan situé en arrière. J'en déduis la distance, c'est vraiment quelque chose qui a parcouru l'histoire de l'astronomie et qui est absolument capital. C'est ça qui nous a donné les dimensions du système solaire. On s'était énormément trompé avant dans notre estimation des distances du système solaire. C'est ça qui permet de savoir qu'on est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Donc oui, et c'est ça qui maintenant, connaissant l'amplitude du mouvement de la Terre, permet, avec des mesures infiniment plus précises que ne pouvaient le faire Copernic et les autres, mesurer la parallaxe des étoiles. Alors, j'en viens à cette dernière partie. Yes. Donc ces 2 éléments, parallaxe et aberration. Alors, la première mesure de parallaxe d'une étoile, c'est Bessel qui l'a faite, en 1838 je crois, dans l'étoile 61 Cygni, hein, dans la constellation du Cygne, 61e étoile, qu'on appelle étoile de Bessel d'ailleurs, hein, maintenant souvent, qui n'est pas l'étoile la plus brillante, mais qui est une étoile dont il avait été remarqué déjà auparavant qu'elle se déplaçait, qui est loin d'être l'étoile la plus brillante, hein, du Cygne, étoile dont il a été remarqué qu'elle se déplaçait beaucoup, enfin qu'elle semblait se déplacer au cours du temps. Et donc on soupçonnait qu'elle était suffisamment proche et qu'avec des mesures extrêmement précises, on allait arriver à mesurer cette parallaxe, donc en regardant la différence de direction dans laquelle on la voit par rapport à d'autres étoiles proches au cours de l'année, liée à cet effet dont je parlais. Alors ce qui vient compliquer l'affaire, c'est que cette étoile a aussi un mouvement propre, c'est-à-dire qu'elle se déplace dans la galaxie. Elle ne se déplace pas en bloc avec les autres. Donc elle a son mouvement propre. Alors ce qu'a fait Bessel, c'est qu'il a noté précisément, c'est des prouesses hein, vraiment observationnelles. Alors Bessel par ailleurs, immense mathématicien pour les étudiants parmi vous, tout le monde connaît les polynômes de Bessel, les fonctions de Bessel, etc. Mais il était astronome aussi, et c'est lui qui, dans l'histoire, a été le premier à mesurer la distance d'une étoile. C'est vraiment extraordinaire. Donc, au cours de l'année, ce qu'il a vu, donc il a noté la position très précise de l'étoile, enfin de l'angle que faisait l'étoile par rapport à d'autres étoiles. C'est toujours une direction de l'étoile, ça ne veut rien dire, hein, c'est toujours par rapport à d'autres. Donc par rapport à d'autres étoiles en arrière-plan, dont on peut raisonnablement penser que vu d'ici, elle ne change pas de position. En tout cas, on peut mesurer la position relative de 61 Cygni par rapport à ces autres étoiles qui de fait sont en arrière-plan. Et ce qu'on voit, c'est que sur plusieurs années, hein, on voit quelque chose un peu comme ça. Alors, un coup, d'un jour à l'autre, on se trompe un peu. Oui, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est pour repérer la position précise d'une étoile, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a de la réfraction dans l'atmosphère. Hein. Vous savez bien, quand vous plongez un bâton dans l'eau,
comme ça, il a l'air tordu, hein, parce qu'il y a une histoire de réfraction. Arrivé à l'interface OR, le rayon change de direction. Donc vous le voyez quelque part, mais en fait, c'est pas là qu'il est. Donc il faut corriger de ça. Mais en fait, comment savoir? Alors dans l'atmosphère, c'est pas le passage de l'eau à l'air. Dans l'atmosphère, vous avez de la réfraction qui est liée aux différences de température à différentes zones de l'atmosphère, bon. Et donc en fait, quand vous regardez une étoile, et vous la voyez dans une certaine direction, quand bien même vous pourriez la mesurer de façon extraordinairement précise, en fait, c'est pas exactement là qu'elle est. Et plus elle est bas sur l'horizon, plus elle est défléchie. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand vous voyez le soleil se coucher, en fait, il est déjà couché depuis un petit moment. Simplement, la lumière, enfin, le soleil est par là, et la lumière est un petit peu défléchie. Donc quand vous êtes là, vous croyez voir le soleil qui est encore au-dessus de l'horizon, alors qu'en fait il est déjà couché. Donc il y a toutes ces choses-là font que c'est très très difficile d'être extraordinairement précis sur la position des étoiles. D'où l'idée évidemment d'aller dans l'espace, et cela vous affranchissez de ces problèmes aussi. Bref, donc Bessel mesure qu'en moyenne, la position de l'étoile 61 Cygni fait quelque chose comme ça au cours du temps. Et l'idée, c'est que ça, c'est son mouvement propre. L'étoile se déplace dans le ciel, dans la galaxie, c'est comme ça. Et ça, c'est justement l'effet de parallaxe. Le fait que pendant que l'étoile se déplace, la Terre fait ça autour du Soleil. Donc on la voit un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Alors l'amplitude ici est très très faible. C'est vraiment très très faible. Je ne sais pas si j'ai noté ça. Non, je crois pas. Peu importe. En tout cas, voilà ce que parvient à faire Bessel. Et donc, pour la première fois, il mesure à la fois, du coup, cette mesure donne à la fois l'amplitude de la parallaxe, donc de combien d'angles on se déplace quand la Terre se déplace de 300 millions de kilomètres, son orbite autour du Soleil, et le mouvement propre de l'étoile. Donc, c'est une mesure du mouvement propre de l'étoile, le mouvement de l'étoile dans la galaxie, et de sa distance. Et la distance qu'il trouve, compte tenu de la très très faible amplitude ici, je ne sais pas si j'ai noté ça, je crois pas en fait. J'aurais bien aimé vous donner un chiffre ici. Je vais peut-être trouver ça quelque part. Excusez-moi. Vous pouvez faire avance rapide sur la vidéo. J'essaye de trouver... la parallaxe. Bon, c'est raté. Excusez-moi. Vous voyez, j'aurais dû préparer. Bon, je ne l'ai pas là. Ah, c'est dommage. Pourtant... Non, c'est un échec. Non, je sais, si, je vais la trouver. Je vais la trouver. Non. Tout ça pour ça. Bon, excusez-moi. Donc non, vous trouverez ça n'importe où, hein, sur Internet, Wikipédia, ça vous le dira. Voilà, donc, et il en déduit, en tout cas, ça je m'en souviens, il déduit la distance de l'étoile à 10,5 années-lumière. Donc c'est effectivement une étoile particulièrement proche, hein, la plus proche est à 4 années-lumière, mais pas observable dans l'hémisphère nord, soit dit en passant, donc de toute façon il n'aurait pas pu, donc c'est vraiment une étoile effectivement très proche, donc c'est aussi pour ça qu'elle a un mouvement propre apparent, hein, quand elle a sa propre vitesse, mais si elle est loin, c'est exactement comme pour les quasars tout à l'heure, si elle est loin, elle a beau se déplacer vite, on ne va pas la voir bouger beaucoup. Donc là elle est suffisamment proche pour que soit perceptible à la fois son mouvement propre, et la parallaxe qui nous donne donc sa distance. Donc c'est extraordinaire, c'est la première fois qu'on a une idée de la distance des étoiles. Donc ça c'est magnifique. Bon, ok, je vais peut-être simplement en venir. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, bon bref, donc vous avez compris que si on veut faire des mesures précises, on a intérêt déjà à sortir de l'atmosphère, donc l'âge spatial nous permet ça. Et puis, il faut... Alors, si on veut être vraiment précis aussi par rapport au système de référence, parce que dire une étoile, elle est là, encore une fois, là par rapport à quoi? Donc, il faut se repérer par rapport
à un ensemble d'étoiles fixes. Or, justement, l'idée, là, c'est d'essayer de vraiment mesurer la distance de toutes les étoiles, enfin, toutes les étoiles, de beaucoup d'étoiles, les plus proches, celles pour lesquelles il y a un vrai... l'effet de parallaxe n'est pas complètement négligeable. Et donc, il nous faut une référence, et donc on utilise les quasars lointains. Hein, donc, Gaïa utilise, je crois, 500 millions de quasars lointains pour former son système de référence. C'est vraiment assez extraordinaire. Et donc, alors, parlons juste disons juste un mot de ce qui a été fait. Donc, bien sûr, Gaïa se retrouve... va dans l'espace hein, pour s'affranchir de l'atmosphère, parce que là, il n'y a vraiment rien à faire à travers l'atmosphère, même en faisant des moyennes, etc. C'est juste pas possible, en essayant de corriger. Non. Alors oui, parce que je vais peut-être vous dire tout de suite la précision qui a été obtenue. C'est vraiment, vraiment, vraiment colossal. Alors, on parle ici, la précision donc, sur la position des corps observés par Gaïa. L'unité utilisée, c'est le micro-arc-seconde, donc la microseconde d'arc, si vous voulez. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces mesures d'angle, vous savez tous que l'angle complet dans le plan, c'est 360 degrés. Hein, si on le compte en degrés, c'est 2π en radian, mais comptons en degrés, 360 degrés, hein, donc 1 degré, c'est pas beaucoup 1 degré. Hein, d'accord, là il y a 90 degrés, 45 degrés, 30 degrés. 1 degré, c'est pas beaucoup, mais pas beaucoup, beaucoup. Hein. Bon, on va vous rappeler sur un rapporteur, voilà, 1 degré, c'est 1 degré. Bien. Si vous divisez ce degré en 60, ça vous fait une minute d'arc. 1/60 d'un degré. Si vous divisez, et c'est typiquement, c'est typiquement la résolution que vous donne votre œil. Vous êtes capable de distinguer quand même, enfin, il faut que le trait soit suffisamment fin, qu'il soit plus fin que l'épaisseur, que l'arc lui-même, mais vous pouvez distinguer, votre œil est capable, enfin, si vous avez un œil correct, vous pouvez distinguer la minute d'arc. Mais si vous divisez à nouveau par 60, ça c'est comme 1 heure divisé par 60, ça fait 1 minute, divisé par 60, ça fait 1 seconde. C'est pareil, vous avez 1 seconde d'arc si vous divisez la minute d'arc par 60. C'est-à-dire c'est 1/3600e, c'est-à-dire dans ce degré, vous faites 3600 secondes d'arc, par définition de la seconde d'arc. Donc c'est un angle extrêmement petit, extrêmement petit. Eh bien, ce dont on parle là, c'est un microseconde d'arc, c'est-à-dire que ce 3600e de degré, maintenant vous le divisez par 1 million, on rigole plus, divisé par 1 million, et là ça vous donne la microseconde d'arc. Donc ce dont on parle, alors c'est en fait, je crois que la précision, c'est de l'ordre de 10 microsecondes d'arc, 7 même il me semble pour les étoiles les plus... enfin, au-delà suffisamment brillantes, ils arrivent à une précision de 7 microsecondes. C'est vraiment complètement fou. Hein. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, vous voyez un cheveu, pas sa longueur, son épaisseur, le diamètre du cheveu. Si je vous dis que cet angle correspond au diamètre d'un cheveu vu à 100 mètres, c'est-à-dire à l'autre bout du terrain de foot, vous voyez un peu la précision dont je parle. Mais sauf que c'est pas du tout ça, la précision dont je parle. La précision dont je parle, c'est pas le diamètre d'un cheveu au bout du ballon de foot, du terrain de foot, au bout de 100 mètres. C'est au bout d'1 kilomètre. Mais non, en fait, c'est pas au bout d'1 kilomètre. C'est au bout de 1000 kilomètres. Donc, ce dont on parle là, c'est d'une précision qui consiste à pouvoir dire Betelgeuse, Altaïr, Rigel, Vega, où est-elle? Eh bien, par rapport à l'arrière-fond cosmique, les quasars lointains, elle est à tel degré, mais attention, vous mettez un cheveu à 1000 km et vous êtes capable de dire non, le cheveu d'à côté, pas celui-là.
À 1000 km. C'est cette précision-là dont on parle. Et ça, pour 1,5 milliard d'étoiles. Voilà ce qu'a fait Gaïa. C'est complètement fou. C'est fou. Ce qui est fou, c'est qu'on n'en parle pas plus d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, avec donc une mesure de la position, une mesure, mais du coup aussi, une mesure du mouvement propre, parce que vous revenez 6 mois plus tard et pas au même endroit, ça a bougé, mais oui, évidemment ça bouge très peu, parce que les étoiles sont tellement lointaines qu'on les voit très peu bouger, on croit qu'elles sont au même endroit. Oui, mais à ces précisions-là, on les voit bouger, on peut mesurer leur vitesse individuelle. Et donc vous trouverez, je vous mettrai une référence, vous trouverez sur Internet, là, c'est justement ce qui vient de sortir là, mardi dernier. Ils ont fait cette belle carte où on voit, alors il n'y a pas le milliard 500 millions d'étoiles, mais on voit un certain nombre d'étoiles et on voit, ils ont fait évoluer dans le temps sur, je crois, 1,6 million ans. Donc on voit le ciel se déformer. En fait, on est au sein d'une galaxie dont les étoiles changent de position, enfin, au sein de laquelle les étoiles changent de position. Tout est mouvement. Notre galaxie, c'est pas les étoiles fixes, c'est pas la sphère des fixes, comme on disait dans le temps, et puis juste on tourne dedans, du coup on a l'impression que ça tourne. Non, tout se déplace, mais on est tellement loin de la prochaine étoile que c'est infime, mais on parle là de précision vraiment, vraiment folle. Alors, pour bien comprendre la prouesse technique, je pense qu'il suffit de réaliser ça pour comprendre que, ok, ça ne doit pas être facile. Mais il faut réaliser ce que ça implique. Donc, bien sûr, il faut aller dans l'espace. Mais, alors en fait, Gaïa, Gaïa, ça a été lancé le 19 décembre 2013. Hein, donc, ça va faire exactement 7 ans, là, dans quelques jours. Hein, c'est pour ça qu'ils ont fait cette release des datas un peu anticipée, là, mais voilà, donc magnifique. Alors, Gaïa se trouve à ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, c'est-à-dire que vous avez le Soleil, vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil, et Gaïa n'est pas un satellite qui orbite autour de la Terre. Pour une raison que vous allez comprendre tout de suite. Si Gaïa tourne autour de la Terre, il y a un moment, elle passe dans l'ombre, puis après, elle passe dans la lumière. Vous imaginez les variations de température. La variation de température, vous imaginez comment ça va déformer le télescope qui vise les étoiles. La moindre déformation va vous faire croire que l'étoile, elle est par là alors qu'elle est par là, mais d'infiniment plus que ce microseconde d'art, que ces quelques microsecondes d'art qu'ils ont été capables de mesurer. Donc il faut absolument protéger les télescopes des variations de température. Et donc en fait, il y a ce qu'on appelle ici le point de Lagrange L2, qui est un point du système Terre-Soleil, qui fait qu'ici c'est une position d'équilibre par rapport au Soleil, c'est-à-dire ce point-là tourne à la même vitesse que la Terre. Normalement, comme on est plus loin du Soleil, pour tourner, l'orbite keplérienne, les planètes qui sont plus loin tournent moins vite, hein, puisque leur force centrifuge, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais leur vitesse angulaire est plus faible. Hein. C'est pour ça que Jupiter met 10 ans à faire un tour du Soleil, alors que la Terre met 1 an par définition. Hein. Donc ce point-là devrait tourner plus lentement, mais comme il y a le Soleil ici qui l'attire un peu plus, en fait, il y a une position très particulière, ça c'était découvert par Lagrange, il y a une position très particulière qui se trouve en fait à 1,5 million de kilomètres. Donc c'est pas du tout à l'échelle, hein. Là il y a 150 millions de kilomètres, il y a 1,5 million de kilomètres, et donc, mais qui est stable, et donc si vous posez un corps là, il y reste. Alors il y a plusieurs expériences astrophysiques qui mettent des instruments en fait en orbite autour de ce point-là, hein, c'est assez intéressant. Ça permet de sortir du cône de pénombre de la Terre, hein, et donc cet instrument, on voit tout le temps le Soleil. Mais alors, il ne faut pas voir le Soleil, parce que le Soleil, ça chauffe quand même, et c'est pas bon, parce qu'il y a des variations, etc. Donc en fait, si vous regardez Gaïa, il y a un pare-soleil ici. Il y a un pare-soleil, un truc qui arrête les rayons du Soleil. Et donc, les télescopes de Gaïa sont dans l'ombre derrière ce pare-soleil. Et alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a 2 télescopes qui observent
deux régions du ciel, si vous voulez, deux corps célestes, avec un angle ici, si je me souviens bien, de 106,5 degrés, enfin peu importe le détail. J'ai regardé ça dans les documents là, qui sont sortis. Je peux que je me trompe, j'en sais rien. En tout cas, un angle assez grand. Donc ça, c'est simplement pour donner une base. En fait, c'est plus difficile si vous regardez la différence entre deux angles, la différence d'angle entre deux étoiles proches, ok, vous pouvez mesurer, puis après entre celle-là et celle-là, puis celle-là et celle-là. En fait, chaque erreur que vous faites, si vous voulez après savoir entre ici et là, vous allez accumuler plein de fois les petites erreurs de proche en proche, si vous voulez. Donc, vous avez un cadre global beaucoup plus rigide pour servir de référence, justement, si vous avez un angle. Alors bon, pourquoi cet angle-là, ils ont dû calculer que c'est mieux pour, je sais pas, plein de choses. Alors, donc c'est intéressant, donc ça vise différents endroits du ciel. Mais attention, on veut mesurer la position, la distance, la photométrie, l'astrométrie de toutes les étoiles, partout dans le ciel, juste pas deux endroits. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le satellite tourne sur lui-même. Il tourne sur lui-même de façon à balayer, je crois que c'est 1 degré par minute, de façon à balayer tout le ciel, alors tout en restant toujours dans l'ombre de son pare-soleil. Il va pouvoir balayer tout le ciel. Alors évidemment, il ne faut jamais qu'il regarde le soleil. Voilà. Mais de toute façon, il est protégé dans l'ombre pour des raisons de dilatation thermique. Soit dit en passant, en plus, les matériaux qui sont utilisés sont des matériaux qui ont été sélectionnés spécialement parce qu'ils ont un faible coefficient de dilatation thermique. Parce qu'encore une fois, vous faites une toute petite dilatation de la structure du télescope ou du plan focal qui récupère, enfin les CCD qui récupèrent la lumière, et vous vous trompez, on parle d'une précision vraiment folle, vraiment, vraiment folle. Et même si vous faites des moyennes sur plusieurs années, ce qui est le cas, hein, c'est pour ça que le catalogue s'améliore d'année en année. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait un premier release en 2016, puis 2018, et là 2020. Et le final devrait, ça c'est donc le troisième release anticipé, le final devrait être en 2022 en principe. Oui, donc on utilise évidemment statistiquement la mesure. Donc chaque objet, en fait, par cette rotation du satellite sur lui-même, chaque objet va être balayé au moins 60 fois, je crois, chacun, donc pour pouvoir établir précisément les choses. Et aussi parce que ça permet de faire la photométrie dont je parlais, de voir des courbes de lumière, c'est-à-dire le même objet à différents moments n'émet pas forcément exactement la même quantité de lumière. C'est vrai pour les étoiles variables, c'est vrai pour les astéroïdes qui sont plus proches et qui tournent sur elles-mêmes, qui réfléchissent différemment la lumière du Soleil. Bref, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Voilà, donc bon, c'est juste pour vous donner un aperçu. Donc vous avez deux télescopes qui projettent l'image du ciel. Et vous mesurez comme ça les distances angulaires entre ces deux points. Tout ça tourne, et en même temps, pendant que évidemment la Terre et le point de Lagrange tournent autour du Soleil, en révolution autour du Soleil, il faut que ça s'oriente de façon à ce que, enfin bref, parce que ça tourne autour d'un axe, mais donc du coup on verrait qu'une seule couronne dans le ciel. Mais l'idée c'est de voir partout. Donc il faut en plus que le satellite, tout en tournant sur lui-même, fasse une précession de façon à pouvoir balayer l'ensemble du ciel. Voilà, sur une soixantaine de fois, comme je disais, sur l'ensemble de la durée de la mission. Donc cette orbite est choisie de façon très, très, très particulière et très savante, enfin très, très astucieuse par ailleurs. Soit dit en passant aussi, j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de déformation thermique, on comprend bien pourquoi, mais on comprend bien aussi pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de vibration du tout dans cette histoire. Et en particulier, par exemple, les gyroscopes habituels qui vous permettent de positionner le satellite, qui sont des roues tournantes, etc. Là, il n'y a rien qui tourne. En fait, il n'y a aucun instrument mécanique de façon à limiter énormément les vibrations. Donc, c'est des choses à base optique, etc. Il y a énormément de technologie qui a été développée également pour ça. Donc, c'est pour ça aussi que ce genre de recherche fait énormément progresser notre compréhension du cosmos, mais aussi nous donne des outils technologiques qui iront après des tas d'applications ailleurs. Ça justifie aussi l'investissement pour le public. Peut-être c'est le moment que je vous donne le coût de cette mission, malgré tout. Je crois que c'est 740 millions, disons 750 millions
d'euros. Est-ce que c'est beaucoup? C'est beaucoup, hein, évidemment, mais quand on voit ce que ça fait et ce que ça apporte, dans notre connaissance du cosmos, de physique fondamentale, je vais dire juste un mot après, ça nous apporte énormément de choses, mais aussi ça développe des savoir-faire qui ont des applications ailleurs. Enfin, bon, je vous laisse comparer avec d'autres choses. Il paraît qu'il y a des périodes où on peut dire quoi qu'il en coûte. C'est quand même ces mesures de parallaxe. Je veux dire, Copernic essayait de les faire, Bradley a découvert l'aberration, enfin, mais depuis l'Antiquité, on avance, on essaie de comprendre la dimension du système solaire, puis de notre galaxie, etc. C'est ce que ça nous apporte pour même pas 1 milliard d'euros, même pas, je sais bien, c'est beaucoup. Mais enfin bref, bon, c'est une parenthèse. En tout cas, c'est assez magnifique, et c'est évidemment des centaines d'ingénieurs et de physiciens et d'astrophysiciens qui travaillent là-dessus. Oui, donc je voulais vous dire, il n'y a pas d'éléments mécaniques qui pourraient faire des vibrations et perturber le système. Même pour transmettre les données sur Terre, parce qu'évidemment, c'est pas le tout de prendre les données, il faut les synthétiser. Alors, la bande passante, elle est pas, on n'a pas accès au disque dur. Idéalement, on mettrait tout sur un disque dur, puis après on récupère l'instrument. Oui, bah, sauf qu'on ne récupérera pas l'instrument. Donc, on est obligé d'envoyer les données par télémétrie, enfin par onde radio. Et donc, d'habitude, on a des antennes qu'on oriente pour viser la Terre, etc. Mais là, il ne s'agit pas d'avoir des mouvements orientés. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un réseau d'antennes. En fait, c'est par déphasage qu'on peut viser différentes directions. Hein. Donc vous avez plusieurs petits émetteurs comme ça, si vous voulez, et si vous mettez celui-là en retard sur celui-là, puis celui-là encore plus en retard, du coup, ça fait partir le signal, au lieu de partir tout droit, il part, enfin, juste en modulant les phases, on peut choisir la direction. Donc vous voyez, tout ça pour ne pas faire un truc qui tourne. Donc, on en est vraiment à ce niveau de détail. Chaque élément qui pourrait introduire une perturbation un peu trop grande par rapport aux précisions qu'on veut, et elles sont colossales, hein, je vous avais prévenu. Chaque petit élément doit être travaillé en profondeur et donner lieu à de nouvelles innovations, etc. Enfin, ceci dit, ça c'est une technique qui était connue, mais il y a des choses qui ont été vraiment inventées pour cette mission. C'est vraiment une réalisation de l'ESA extraordinaire et de l'ensemble des ingénieurs et techniciens et scientifiques impliqués. Voilà. Bon, ouais, il y aurait des tas de détails à donner, mais je vois que cette vidéo est infiniment trop longue. Je pensais faire ça en une demi-heure. Ok, je rêve. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être juste quand même vous donner un petit bilan. Donc, comme je vous le disais d'ailleurs en introduction, j'ai pris des notes. Donc 1,5 milliard d'étoiles, hein, mesurées avec donc, la position fine, je vous dis, au micro-arc seconde près. Il faut vraiment voir ce que c'est qu'un micro-arc seconde. Bon. Donc position, parallaxe, donc en plus, donc pas juste la position en direction, mais aussi la distance. La distance à la Terre, parce que c'est ça, quand on regarde le ciel, c'est en 2D, il y a les étoiles là, on n'a aucune idée d'à quelle distance elles sont. La mesure de la parallaxe, c'était ça l'idée, la mesure de la parallaxe nous donne accès à la distance spatiale. Et donc on peut voir on peut mesurer des distances jusqu'à des milliers d'années-lumière maintenant. Hein. Donc 1,5 milliard d'étoiles, c'est... Bon, par rapport au nombre d'étoiles dans la galaxie, c'est peu, mais ça commence à plus être négligeable. Hein. Il y a à peu près 200-400 millions d'étoiles, ça dépend, enfin, si on descend beaucoup en masse. Bon, disons que c'est un petit peu moins d'1% du nombre d'étoiles dans la galaxie. Vous allez me dire c'est peu, oui, mais enfin la plupart elles sont très loin, il ne faut pas non plus rêver. Puis en plus, la plupart sont obstruées par de la lumière, par des nuages qui sont devant. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir pu mesurer autant d'étoiles avec une telle précision. C'est vraiment fabuleux. Bon, je vous disais, il y a... ah oui, les sources qui constituent... Oups, pardon, j'ai un problème de batterie qui est faible. Bon, il va falloir vraiment que j'accélère. Oui, les sources qui constituent le référentiel, la référence céleste, hein, c'est 1 600 000 sources.
donc les quasars lointains, mais aussi d'autres corps célestes qui sont considérés, enfin qui sont la référence et qui, qui permettent d'ancrer, de dire je suis à tel endroit par rapport à ces 1 600 000 corps qui eux-mêmes sont mesurés avec grande précision. Voilà, donc il y a dans la release qui a été faite là, mardi dernier, c'est 34 mois de données quand même, recueillis de juillet 2014 à mai 2017. Bon, voilà. Par ailleurs, il y a des courbes de lumière pour 500 000 étoiles variables. Je vous ai dit un petit peu l'importance aussi dans l'histoire de l'astronomie de bien comprendre ces variations d'étoiles. Ça donne des mesures d'intensité intrinsèques. Il y a des tas de choses qu'on peut faire avec. Donc, il y a de 1 à 10 millions de galaxies. Bon, j'ai noté différentes choses. Alors, bien sûr, ça permet aussi de suivre des astéroïdes, y compris des géocroiseurs, ceux qui pourraient potentiellement menacer de rencontrer la Terre et qui le feront un jour ou l'autre. Pas tous, mais de temps en temps, il faut bien que ça arrive. Donc il y a ce genre de choses, étoiles variables, les systèmes binaires, bref, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et alors, ces données sont là, c'est-à-dire, les données sont disponibles, et évidemment, vous pouvez vous amuser à les regarder une par une, les 1,5 milliard d'étoiles. Mais enfin, il y a plein d'études qu'on peut faire avec ça. En particulier, la déflexion de la lumière par le Soleil, c'est-à-dire, certains parmi vous, j'en suis sûr, savent que en relativité générale, la trajectoire de la lumière en fait suit des géodésiques, mais d'un espace-temps qui est courbé par les masses, donc en particulier par le Soleil, qui est vraiment la masse dominante dans notre système solaire. Vous avez donc une déflexion des rayons lumineux. Alors très très faible, ça avait été vu lors de l'éclipse de 1919, c'est comme ça que c'est la première confirmation vraiment magistrale de la relativité générale, même si historiquement les choses sont remises en cause sur cette mesure précise, pas sur la relativité générale aujourd'hui, mais donc ces déflexions, évidemment, avec la précision qu'on a, on a la déflexion de beaucoup d'étoiles qui passent derrière le Soleil, alors évidemment plus loin, parce que l'idée c'est qu'on ne voit pas le Soleil, mais donc la déflexion est plus faible pour les étoiles un peu plus éloignées, enfin dont les rayons passent plus loin, mais la précision est telle qu'on peut en fait, donc on a une mesure d'un paramètre très important qui permet de tester des théories disons, de la gravitation qui pourrait en fait montrer des écarts à la théorie de la relativité générale. Donc il y a effectivement il y a de la physique fondamentale extrêmement importante à faire là, des études à mener. Bon, il y a énormément de choses à faire, je ne rentre pas dans les détails, je voudrais juste finir par un point, un résultat que j'ai vraiment trouvé, c'est lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo après tout, parce que je m'émerveillais tout seul dans mon bureau et je me suis dit quand même, ça, il faut le faire savoir, c'est tellement beau. Alors, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'aberration. L'idée, donc, la mesure qui a été faite, c'est la mesure de l'accélération du système solaire. Donc, on a la position extrêmement précise des étoiles, leur mouvement propre, leur vitesse. Oui, on a leur vitesse angulaire, enfin leur déplacement dans le ciel comme ça, mais on a aussi leur vitesse radiale grâce à la spectrométrie. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé, mais je vous ai dit au début, vous avez le décalage des raies qui vous disent à quelle vitesse le corps s'éloigne ou se rapproche. C'est le fameux blue shift, red shift, où un son plus aigu quand la voiture vient vers vous et plus grave quand elle s'éloigne. Donc, on a vraiment la vitesse, le déplacement des étoiles à 3D. On a leur distance, leur position, leur vitesse à 3D, c'est extraordinaire. Mais quid de l'accélération du système solaire? Et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Via la parallaxe des quasars. Alors, enfin, parallaxe, je devrais plutôt dire l'aberration.
Enfin, c'est une parallaxe par aberration. Enfin, j'ai distingué les deux phénomènes, mais parallaxe au sens où ça change la direction. Donc, on a ces quasars qui sont très lointains et qui, de toute façon, vu d'ici, même aux précisions, même si vous multipliez cette précision par un facteur colossal, ils ne bougent pas. Ils sont à des milliards d'années-lumière, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment notre toile de fond, qui, même si elle bougeait, ça ne ferait aucune différence. Donc, elle ne bouge pas, d'accord? Enfin, on peut dire qu'elle ne bouge pas. Mais, il y a quand même l'effet d'aberration. Quand on voit un quasar dans une certaine direction, ça ne veut pas dire qu'il est dans cette direction. Ça veut dire que la pluie de photons, on la voit dans cette direction. Mais évidemment, on est en train de bouger par rapport à cette référence céleste globale. On bouge parce que la Terre tourne sur elle-même. Bon, ça, hein. On bouge parce que la Terre tourne autour du Soleil. On bouge parce que la Terre tourne autour du Soleil. On bouge parce que le Soleil tourne autour du centre galactique, à son mouvement propre, tout en tournant autour du... Enfin, quand je dis du Soleil, c'est plutôt le centre de gravité du système solaire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Passons ce détail. Mais le Soleil tourne autour de la galaxie, donc lui-même, il est en train d'avancer. Et puis la galaxie se déplace par rapport aux autres galaxies. On se rapproche d'Andromède, par exemple, etc. Donc, il y a en fait, la pluie de photons qui nous viennent de ces quasars, on la voit pas dans la direction où sont ces quasars, on la voit dans la direction où ils sont modulés par le fait qu'on est en train d'avancer quelque part à une certaine vitesse. Et donc cette vitesse, elle dépend du moment de l'année. C'est l'aberration dont je parlais, la fameuse aberration découverte en 1727 par Bradley. Donc cette référence, elle n'arrête pas de faire ça, si vous voulez. Et puis, par ailleurs, enfin oui, d'accord. Et donc, quand on corrige de ça, on trouve la direction des quasars par rapport au centre de gravité du système solaire. Oui, mais lui-même est en train de se déplacer. Et donc les quasars qu'on croit qu'ils sont là, en fait, ils sont un petit peu à côté. Mais comment savoir? Comment savoir à quelle vitesse on va? Puisqu'on ne sait pas où cette vitesse, enfin, on ne sait pas où ils sont en vrai, et on pourrait comparer à là où on les voit, et du coup on en déduit. Non, on les voit là où on les voit, c'est tout. Simplement, alors que notre système solaire tourne autour du centre de la galaxie, je vais faire la galaxie vue du haut comme ça, notre système solaire, quelque part par là, est en train lui-même de tourner. Et donc, en ce moment, il va à une certaine vitesse par là, puis la galaxie, par ailleurs, est entraînée, tout ça est entraîné à une certaine vitesse, mettons par là. Donc, en ce moment, la composition de nos vitesses par rapport à cet arrière-plan de quasar, mettons que c'est ça. Bon, bah, très bien, donc on se prend la pluie un petit peu plus par là. Très peu, mais un petit peu, voilà. Mais on ne sait pas quelle est la bonne, donc on ne peut rien dire. Oui, mais sauf que si vous revenez dans un an, bah, le système solaire, il sera un petit peu à côté. Ouais, 3 fois rien. Si vous revenez dans 50 millions d'années, ok, on sera là. Donc là, clairement, on sera en train d'aller par là et on aura vu la différence. Donc en fait, ce qui serait bien, ce serait pouvoir faire la parallaxe. De même que la parallaxe de la Terre, où 6 mois après, on est dans l'autre sens, si on pouvait faire la parallaxe de la galaxie, vous imaginez le bras de levier qu'on aurait, on est à 26 000 années-lumière du centre galactique, donc il y aurait 52 000 années-lumière de bras de levier. Ce serait extraordinaire si on laisse des archives maintenant précises et que quelqu'un fait une mesure dans 100 millions d'années quand on sera de l'autre côté, ou 150 millions d'années quand on sera de l'autre côté, ça va être extraordinaire. Bon, on n'a pas ça, mais néanmoins, en quelques années, on a bougé un petit peu. C'est infime, c'est rien, mais il y a une petite variation du pattern global des quasars. Et exactement comme ce que je vous disais à l'époque de Bradley, où les étoiles en haut, elles ont un mouvement apparent circulaire comme ça, les étoiles comme ça, elles font juste comme ça, puis là ça fait une ellipse. Donc il y a un pattern global. Eh bien, ce pattern global, la direction apparente de ces quasars est modifiée infimement, au fil des ans.
et Gaïa a été lancé en 2013, d'accord. Donc, sur quelques années, on voit un petit déplacement qu'on peut comprendre comme lié à la variation de la vitesse résultante du système solaire par rapport à la galaxie, entre il y a quelques années et maintenant. Et cette variation de vitesse, c'est une accélération. Et donc, on a pu mesurer, c'est complètement dingue, c'est vraiment complètement dingue, on a pu mesurer cette accélération du système solaire dans la galaxie. Et ce qu'on trouve, je vous le donne en mille, comme dirait l'autre, 0,23 nanomètres par seconde carrée. 0,23 nanomètres par seconde carrée. C'est fou. L'accélération de la pesanteur, là, quand je lâche un truc, c'est 10 mètres par seconde carrée. Là, on parle de 2×10 mètres. Donc il y a 100 milliards, c'est 100 milliards de fois plus faible, c'est absolument fou qu'on ait pu mesurer une chose pareille. Et la cerise sur le gâteau, ce sera la fin de cette vidéo, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on trouve cette accélération dans une direction qui est en coordonnées célestes. Je vous la donne, mais tout le monde s'en fiche. Les chiffres précis, voilà, un alpha et un bêta, c'est les coordonnées standards qu'on utilise, alpha et bêta, donc 31,6 degrés. Voilà, donc ça ne vous parle pas, mais ça va vous parler quand je vais vous dire que ça, c'est à quelques degrés près, exactement la direction du centre galactique. Oui, cette mesure, c'est pas juste, tiens, il y a des trucs et on a des... Non, c'est une mesure précise qui nous donne une évaluation significative de l'accélération et qui nous dit dans quelle direction on est en train d'accélérer, et bien justement dans la direction du centre galactique. C'est-à-dire que, c'est normal, hein, quand quelque chose est en train de tourner autour d'une autre, il y a une accélération centripète, hein, qui vient compenser la force centrifuge, si vous êtes dans le référentiel tournant, et on voit que oui, on tourne bien autour du centre galactique. C'est exactement ça qui se passe, à quelques degrés près ici, mais d'ailleurs, il n'y a aucune raison que ce soit à un instant donné exactement. Si on était une trajectoire parfaitement circulaire, non perturbée, ce serait vers le centre galactique, enfin le centre de masse de la galaxie. Bref, et donc on a cette mesure de l'accélération qui est complètement dingue et qui colle en ordre de grandeur à ce qu'on attend compte tenu de la distance à laquelle on est du centre galactique, qu'on peut évaluer d'ailleurs de façon bien moins précise, c'est beaucoup plus difficile, bien moins précise du centre galactique, compte tenu de cette distance et de notre vitesse de déplacement, pas si simple non plus à déterminer, on peut en déduire cette accélération et c'est bien le borne de grandeur. Mais du coup, cette mesure donne plus de précision. Et donc, vous avez en fait ici, en mesurant l'accélération causée en fait par la masse de la galaxie, vous avez une mesure de la masse de la galaxie à l'intérieur du rayon solaire, et du coup, on peut imaginer des tas de répercussions, de mieux contraindre notre distance, qui a plein d'autres implications qui seraient très importantes de connaître une distance précise. Je vous ai dit 26 000 années-lumière, mais à combien près serait donc connaître ça, et connaître aussi peut-être la constitution en masse, la quantité de matière noire, quelles sont les contraintes qu'on peut tirer de tout ça. Vous voyez que c'est que le début d'une moisson de résultats qui vont arriver maintenant à partir de ces données, de ces milliards d'informations pour des astres extrêmement précises. J'espère quand même vous avoir fait toucher du doigt la merveille que représentent ces mesures. Donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'était mardi dernier. Je voulais quand même en dire un mot. Pardon pour cette vidéo très très longue. Je croyais faire court, mais j'ai voulu vous parler de trop de choses. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, que les astres vous soient cléments. Allez, juste un mot pour finir. J'espère que Cassini voit ça, j'espère que Ptolémée voit ça, j'espère que Bradley voit ça, j'espère que Bessel voit ça, j'espère que l'humanité voit ça. C'est vraiment magnifique. On a de quoi être fiers tous ensemble. On est formidables quand même. Allez, bravo à l'humanité. Et vive Gaïa, notre planète magnifique.